vous a vu à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, pas dans l'hémicycle, parce que vous n'êtes plus député, mais dans les tribunes officielles. Vous vouliez assister en présentiel, comme on dit, à la mise à mort de François Bayrou. Oh, la mise à mort, exagérez pas. Bon, il y a eu une bataille politique, il l'a perdue, et moi, je suis très friand de la vie du Parlement, et je voulais voir comment ça se passait. Ce n'est pas si souvent, encore que maintenant, c'est de plus en plus souvent. Mais la chute d'un gouvernement sur un vote de l'Assemblée, ça n'est pas si souvent. Moi, je l'ai ressenti, si vous voulez, pas tellement dans les termes assez politiciens avec lesquels on en parle en ce moment. La chute de M. Bayrou a montré deux choses. La première, c'est qu'elle était bien plus ample que prévu, c'est-à-dire que vraiment à peine un tiers de l'Assemblée, y compris une partie de ses propres troupes, n'ont pas voté pour lui. Et puis, je le comprends comme une victoire populaire. Je vais peut-être vous surprendre, mais lui, il a dit « Je présente la question de confiance », et saluons-le au passage, parce que c'est la première fois depuis 5 ans, il a eu ce courage, parce que, de son aveu, il y avait la menace du 10, réaction populaire, et la grève générale du 10. Alors, je l'interprète, sa chute ce soir, comme une victoire populaire. Alors maintenant quoi, Jean-Luc Mélenchon? Comment sortir du blocage? Une des options d'Emmanuel Macron, vous le savez, ce serait de nommer un gouvernement avec un socialiste à sa tête. Olivier Faure se dit prêt ce soir à être Premier ministre. Est-ce que vous le soutiendrez, Olivier Faure, qui était votre allié pendant le NFP il y a un an? Oui, bien sûr, il voulait déjà être Premier ministre, il veut être Premier ministre à peu près tout le temps, mais non, je ne le soutiendrai pas, et je pense que personne ne le fera, parce qu'il ne peut pas gouverner tout seul. Il sera obligé d'avoir des macronistes avec lui. Donc ils constitueront, ce qu'il y a en Allemagne et dans d'autres pays, une sorte de grande coalition. Pourquoi voulez-vous qu'on aille soutenir une chose pareille? Alors la dernière fois, on leur avait dit, mais on les a prévenus, on lui a dit, si tu viens, si nous venons, à l'époque c'était Madame Lucie Castet, sur laquelle on s'était tous accordés, et je crois qu'ils l'ont passé par-dessus bord en route, eh bien, il faut proposer notre programme, et puis on verra ce que l'Assemblée accepte ou pas. Donc vous ne soutenez pas? Mais attendez, lui vient, il a déjà amputé le programme, et il est dans la continuité des politiques macronistes, parce que lui prévoit 20 milliards d'économies, l'autre prévoyait 40 milliards, mais c'est pas du tout dans cette direction-là qu'il faut aller. Une dette de 3 000 milliards, un déficit à près de 6%, on la passe par-dessus bord, ou on dit il faut faire des économies? Il dit c'est moitié moins, je ferai moitié moins que François Bayrou. Vous voulez faire des économies sur la dette ou non, c'est pas le sujet? Alors d'abord, puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais dire que j'ai très mal vécu les 15 jours ou 10 jours de M. Bayrou passant sur tous les plateaux pour dire, alors qu'il est le Premier ministre, à la finance internationale, la France est la catastrophe, tout est perdu, nous sommes submergés. Ce n'est pas vrai. Si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer d'attirer la crise financière sur la France pour qu'on cède? Madame, je vais vous dire... Il n'y a pas de problème de dette en France, Jean-Luc Mélenchon? Non. Il n'y a pas de problème de dette? Mais non, il y a 3 000 milliards, c'est cosmétique. Ça y est? Non, mais là, vous répétez vous faites le répondeur automatique, madame. Non, ce n'est pas la somme qui compte, c'est les recettes que vous avez. Et c'est le poids de la charge de la dette. 3 300 milliards, sur la période pendant laquelle il va falloir le rembourser, il y aura des revenus, d'accord, de la production, des impôts, etc. Eh bien, c'est sur 8 ans. Sur 8 ans, cette dette représente 13% de ce qui va être récolté. Attendez, j'ai pas fini. Aujourd'hui, la charge de la dette dans le budget, qui est la seule réalité matérielle de la dette, elle représente 2% de la richesse produite. C'est-à-dire presque 1 point de moins qu'il y a 1 an et demi. Peut-être dans 3 jours, l'agence de notation Fitch, vous allez me dire, on ne gouverne pas avec eux, mais tout de même, s'ils abaissent la note de la France, pas les réponses à ma place. On va emprunter plus difficilement. Mais ça, c'est approuvé. La dernière fois qu'on a emprunté de l'argent, c'était jeudi dernier. Et on a eu 235 fois plus que ce qu'on demandait. Alors, il faut un peu arrêter avec la catastrophe, mais vous avez raison de dire que vendredi, si Fitch décide de baisser la note de la France, que quand même invraisemblable qu'une agence décide de comment se porte un pays, vous direz merci à M. Bayrou. Alors, vous avez raison, s'il continue à descendre la notation de la France, eh bien, les fonds seront obligés, sans doute, de renchérir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce soir, la France, elle n'a pas de Premier ministre. Vous nous dites, si Olivier Faure est nommé, on ne soutiendra pas. Si, j'imagine, quelqu'un du Bloc central est nommé, on ne soutiendra pas. Comment on sort? Qu'est-ce que vous dites aux Français qui s'inquiètent? Les Français qui n'aiment pas l'incertitude, qui ont peur. À la fin, c'est les travailleurs qui risquent de trinquer. Bien. Je suis d'accord pour dire que ce qu'il faut avant tout donner à ce pays, pas au marché financier, aux braves gens,
aux entrepreneurs, c'est de la visibilité. Pardon de vous dire, madame, avant toute chose, que de continuer à affoler le monde, c'est que d'abord, il y a du soulagement ce soir. Parce que non seulement on va garder 2 jours fériés, mais ce qui est plus important à nos yeux, c'est que l'argent qu'on ne voulait plus donner pour rembourser les malades de longue durée, c'est-à-dire les gens qui ont eu le cancer et qui sont en rémission ou qui sont en train de le traiter. Les gens sont soulagés parce qu'ils disent « je vais pouvoir payer mes frais médicaux ». Premièrement. Maintenant, je réponds directement aux gens inquiets. Il y a des gens inquiets, les chefs d'entreprise sont inquiets, les gens se disent les commandes vont baisser. Ils n'aiment pas l'incertitude, ou peut-être vous l'aimez, je ne sais pas. Non, moi je n'ai pas de goût non plus pour l'incertitude, mais je remarque que l'incertitude, c'est pas moi qui la crée. Parce qu'on m'accuse du chaos, je ne sais pas, c'est pas moi qui gouverne, c'est pas moi qui... Je n'ai pas levé non plus la main cet après-midi, je ne parle pas de ça, mais regardons bien, que faire? Vous m'avez demandé, alors qu'est-ce qu'on fait pour cette dette? Vous avez 2 manières de faire. La première qui consiste à dire, on ne touche pas aux riches, et c'est tous les autres qui payent. Et on coupe dans les dépenses. Alors les gens à qui on dit, vous savez, c'est comme un budget familial, mais jamais de la vie. Le budget de l'État n'est pas un budget familial. C'est un budget où vous décidez, vous, de vos recettes. Donc ce qu'il faut, à nos yeux, c'est augmenter les recettes. Comment ? Eh bien, en dynamisant l'activité. Parce que quand vous embauchez quelqu'un, par exemple au SMIC, il dépense tout son SMIC, il paye de la TVA, tous les Français payent des impôts. Et puis, ensuite, il paye des impôts sur le revenu. Donc, vous augmentez les recettes de l'État. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 5 minutes que je vous pose des questions. Vous ne m'avez toujours pas dit, moi, ce que je veux, c'est destituer le président de la République. J'y viens, mais laissez-moi le temps de vous expliquer à mesure. Parce que c'est ça, votre solution, c'est ça. Or, vous savez très bien que ça ne passe pas. Voilà. Donc je sais tout très bien, vous faites les questions, les réponses, je ne vous ai pas répondu comme vous attendiez. Écoutez, ayez la patience de supporter qu'on pense en plus de 140 signes. Bien. Donc je vais vous dire, la situation est telle aujourd'hui. Le président de la République a montré que quand il dissout, il ne respecte pas le résultat. Quand il y a des élections à la date normale, il les perd toutes. Alors, s'il les perd toutes, son autorité est égale à 0. Son gouvernement, on en est à 4 premiers ministres. Il a été réélu. Et il y a en plus... Il a été réélu. Il perd tout, mais il a été réélu. Parfait. Heureusement que vous êtes là pour le rappeler, sinon on aurait oublié que M. Macron est président de la République. Il a été réélu, en effet, dans les conditions dans lesquelles vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'au 2e tour, il y avait à choisir entre l'extrême droite et voter pour lui ou ne pas voter du tout. Mais venons sur le fond, et ayez la patience de m'entendre. Il y a un choix à faire qui concerne l'orientation générale du pays. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale? Ça me paraît simple comme alternative. Eh bien, il n'y a que l'élection présidentielle qui rend ça possible. À laquelle vous serez candidat? Oh non, je n'ai pas dit ça. Dites donc, attendez, ce soir, c'est au macabre, là. Non. C'est un accablement. Non, mais alors bon, je vais vous répondre. À laquelle il y aura, en effet, une candidature insoumise, puisque, par la force des choses, je vous dirais que nous avons gagné les 2 précédentes primaires, en arrivant très loin, en tête de toute la gauche à la présidentielle. Mais ce n'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est qu'on se comprenne bien. La France est ainsi faite. Nous ne sommes pas la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Et donc, en France... le principe d'autorité découle d'un vote franc et massif du peuple. Moi, j'ai connu ça quand De Gaulle nous appelait à le faire. Moi, je me souviens vous avoir interviewé plusieurs fois pendant la campagne présidentielle, la dernière, et vous m'avez dit c'est la 3e fois et c'est la dernière. Oui, alors je ne sais pas si ce ne sera pas la dernière fois que je vous dirai qu'il faut changer de président de la République pour savoir ce qu'on veut. Je vais même aller plus loin. Chaque constitution a son défaut. La 4e République, elle nous a sauvés de la collaboration et du reste. On est rentré. Bon, le défaut, c'est que ça bavardait tellement qu'on ne décidait plus rien. La constitution du général de Gaulle, elle a eu l'avantage de donner de l'autorité. L'inconvénient, c'est que ça a dégénéré en autoritarisme. Nous avons donc besoin maintenant d'une 6e République qui permette au peuple, sans faire d'histoire, de pouvoir destituer un président en cours de route par un mandat, par un référendum révocatoire. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu Bruno Retailleau, il vous a mis en cause, nommément, vous et Mathilde Panot. Il veut le chaos. Ce que veut Mélenchon, c'est le chaos, la violence. Il a parlé des mots de Mathilde Panot cet après-midi à l'Assemblée nationale quand elle pointe le Premier ministre en disant « vous devez avoir peur ». Elle lui a dit « vous avez raison d'avoir peur » parce qu'en effet, il est parti. Donc il avait raison d'avoir peur de perdre. Je crois que c'est le rôle de Bruno Retailleau qui est un petit personnage qui vit de la peur. Il vous a dit tout à l'heure, il faut faire ce que veulent les Français. Alors qu'est-ce qu'ils veulent d'après lui ?
des policiers partout et pas d'immigrés. Non, ce que veulent les Français, c'est pouvoir vivre avec une paye décente, que les gamins fassent des bonnes études et quand on est malade, on soit soigné sans avoir à se demander si on va pouvoir payer. Ceux qui disent ils veulent le chaos, Jean-Luc Mélenchon, vous leur dites quoi? Mais c'est très mal me connaître. Il faudrait savoir, parce que tantôt, on m'accuse d'être un homme à poigne et à autorité, et maintenant me voici un ami du chaos. Je ne suis pas ami du chaos du tout. Et voyez-vous, ma vie m'a permis d'être à plusieurs reprises au contact avec des grands événements de l'histoire de France. Donc je n'ai pas peur, je ne m'affole pas. Mais je sais qu'il faut trouver une solution positive, politique, au fait que les Français en ont par-dessus la tête du responsable de la pagaille qui est M. Macron. Voilà ce que je crois. Et je l'expose, et je n'ai jamais dit autre chose que nous ferions tout ça par des élections. S'il y a des actions violentes mercredi, vous condamnez? Pourquoi voudriez-vous qu'il y en ait? Moi, j'ai dit... Le ministre de l'Intérieur vient de nous dire « je crains des actions violentes, des sabotages ». Mais le ministre de l'Intérieur est en guerre contre le peuple français. Il va mobiliser 80 000 policiers. De quoi a-t-il peur pour qu'on modifie une armée entière face au peuple? Vous condamnez ou pas actions violentes? Je redis ce que j'ai toujours dit. La révolution citoyenne à laquelle j'aspire se fait par les urnes. Les méthodes d'action doivent être des méthodes d'action non violentes ou pacifiques, choisissez le mot que vous voulez. Merci. Et je pense que n'importe quoi d'autre, et je le dis les yeux dans les yeux à tous ceux qui m'écoutent, ne faites rien d'autre que des choses qui soient maîtrisées et calmes, parce qu'ils s'en serviront pendant des heures. S'il y a un cajot qui brûle quelque part, ils vont le filmer pendant des heures.